Bonjour à tous, bienvenue sur la philosophie de combat, 16e vidéo, cette fois-ci toujours et encore consacrée au désir. Comme j'ai dit la dernière fois, je vais essayer d'expliquer maintenant d'où peuvent venir tous ces désirs qu'on a, parce qu'il y a bien une origine à tout ça, et je vais essayer d'expliquer de trois façons. Les désirs viennent du fait que l'on est un être organique, donc on a une certaine chimie, et notamment une chimie du cerveau, tout ce qui vient des désirs sociaux, et tout ce qui vient des désirs spirituels et matériels. Donc évidemment, le corps est un élément organique, c'est-à-dire nous sommes composés d'atomes, et les atomes c'est de l'ordre de la chimie, et notamment nous avons une certaine chimie dans notre cerveau. Donc là, j'ai tout de suite attaqué la vidéo en parlant de drogue. Quand on pense aux drogues, on pense aux drogues dures, mais c'est pas la drogue en elle-même qui m'intéresse, là c'est le phénomène de la drogue, c'est-à-dire l'objet de pensée qui est la drogue. C'est-à-dire que quand je parle de drogue, je parle pas, je sais pas moi, de l'héroïne par exemple, mais je parle des effets produits par l'héroïne et c'est ça qu'on recherche, c'est ces effets-là. Personne n'aime, je sais pas moi, un, un, une feuille de cannabis, personne ne trouve ça extraordinaire si ça n'avait aucune vertu ou si ça n'avait aucun effet sur notre organisme. Donc pourquoi est-ce qu'on a des désirs et une certaine partie viennent de la chimie? Alors, deux grandes logiques, enfin il y en a peut-être d'autres, mais pour l'instant j'en vois deux très grandes logiques aux drogues. La première, c'est qu'elle nous permet une certaine concentration, et la deuxième, c'est qu'elle est, on va dire, le symbole de la récompense. Voilà. Donc, on aurait deux grandes logiques dans l'idée de se droguer, ou que la drogue nous procure du plaisir. C'est pour ça qu'on la recherche. En fait, on recherche ou non naturellement les drogues. Alors, il y en a deux grands types. C'est l'idée d'être concentré. C'est tout ce qui est de l'ordre de l'adrénaline. Alors, l'adrénaline, ça va avec tout ce qui est... Alors, je suis pas médecin, donc j'ai pas forcément le bon vocabulaire ou la bonne façon de le dire, mais c'est la catécholamine. Ça s'écrit CATHECHOLAMINE. Et dans toute cette grande catégorie de substances chimiques, on a l'adrénaline, la noradrénaline et la dopamine. Et dans tout ça, qu'est-ce que ça fait chez nous, l'adrénaline et ce genre de choses? Ça nous procure une sensation de concentration. C'est-à-dire qu'en gros, pour faire très simple, entre nos neurones s'échangent des informations, et pour mettre un peu d'huile dans les rouages, on a une substance chimique naturelle qui s'appelle l'adrénaline par exemple, et ça va mettre vraiment de l'huile dans les rouages, ce qui fait qu'on est plus concentré, notre cœur bat plus vite, et si vous voulez, on est vraiment dans l'instant. Voilà. L'autre logique, c'est l'endorphine, en gros, c'est-à-dire toutes ces drogues qui nous permettent un peu de nous évader, de sortir de l'instant, de sortir de nous-mêmes, de nous oublier quelque part. Pourquoi est-ce qu'on a des désirs? Parce qu'on est un organisme chimique, et le fait qu'on est un organisme chimique, bah, on a des désirs plus ou moins tordus. Et donc, l'adrénaline va nous procurer une sensation de concentration. Cette sensation de concentration, on peut la retrouver quand on fait... peut-être vous avez vu le film qui s'appelle Des mineurs, qui est très très bien d'ailleurs, sur cette idée que l'adrénaline est vraiment... on sent que le héros du film cherche cette adrénaline, même par des moyens dangereux. On a des moyens bien moins dangereux. On a par exemple les sports de combat. Quand vous faites de la boxe et que vous êtes... souvent on ne sait pas ça, mais quand on fait de la boxe, on se fait pas mal. On peut se faire mal, on peut être frappé très fort au visage, mais si vous voulez, vous êtes dans un état de concentration, dans un état où l'adrénaline fonctionne, et dans cet état-là, c'est pas que vous faites pas mal, mais c'est que vous ressentez moins la douleur, vous êtes plus concentré, et vous êtes dans un état un peu second d'hyper-concentration. Alors, ça peut être aussi ce que ressentent par exemple les chasseurs quand ils vont à la chasse. Ils ont surtout quand ils y vont pour chasser du gibier, et bien là ils ont le sentiment d'hyper concentration qui vient, cette adrénaline qui monte, et ils vont à la chasse pour sentir justement cet effet, cette drogue qui va les emmener à se dépasser. Alors quand je parle de la chasse, c'est pas forcément la chasse à des animaux, ça peut être l'idée de chasser de l'argent, des femmes, etc. La même chose pour des enquêteurs de police.
Par exemple, moi j'ai vu des reportages sur internet qui étaient d'un ancien policier américain qui nous expliquait comment ne pas se faire choper quand on a du cannabis sur soi, par exemple. Et ça se trouve sur internet, et ce flic explique que lui, quand il était policier au service de l'État, son truc était au début de faire le bien, la loi, l'ordre, etc. Mais au bout d'un certain moment, c'était plus ça qu'il recherchait. Il allait fouiller des voitures, il allait chercher, comment dirais-je, il allait faire son métier parce que ça lui procurait une sensation d'hyper-concentration, un sentiment extraordinaire d'être en pleine possession de tous ses actes, de tous ses moyens, et en plein dans l'action. Et si vous voulez, à la fin, il cherche même plus à faire la loi, il cherche sa propre drogue, si vous voulez. Voilà, j'ai parlé du film des mineurs aussi. On peut prendre aussi des drogues, mais là, des drogues dures, hein, c'est peut être des injections d'adrénaline tout simplement, parce que je vous conseille pas de faire, ni, et là je vous conseille encore moins de le faire, c'est prendre de la cocaïne. Quand on a pris de la cocaïne, on est dans un état d'hyperconcentration, on est euphorique. Je veux dire, Freud a écrit toute son œuvre sous l'effet de la cocaïne, parce que toutes les idées viennent, se mélangent, on va super vite, etc. La logique inverse, c'est l'endorphine, donc, c'est-à-dire tout cet état qui nous permet de sortir de nous-mêmes, de sortir du quotidien, des problèmes, des responsabilités, du sérieux. Ça peut être le chocolat, ça peut être voilà, tout simplement le vin blanc, les huîtres, aller aux toilettes par exemple. On sait que quand on va aux toilettes et on fait ses besoins, eh bien on a une grande sensation de bonheur de l'avoir fait. Ça, c'est le cerveau qui libère de l'endorphine au moment où on fait ses besoins. Donc c'est naturel, il y a pas, c'est pas ni bien ni mal, vous voyez, c'est naturel, c'est comme ça. Et puis, tout simplement, faire un footing, quand vous courez, ou les gens qui courent, si vous vous demandez pourquoi ils couraient, c'est simple, ne cherchez plus. Ce qu'ils cherchent, c'est pas exactement l'endorphine, c'est la sérotonine, c'est-à-dire cette molécule qui va vous faire sentir euphorique, bien, détendu. Par exemple, si un jour vous faites un footing, vous allez vous rendre compte que vous êtes très fatigué, épuisé, vous en pouvez plus, etc. Et puis, au bout d'un moment, il se passe un truc extraordinaire, vous êtes toujours fatigué, mais euh, vous avez une sensation pendant laquelle vous sentez moins votre corps, vous êtes au bout d'un moment moins fatigué, et puis vous êtes un peu content comme ça d'avoir fait le footing, surtout quand c'est fini d'ailleurs, mais au bout de mettons 30 ou 45 minutes de course, eh bien vous vous sentez une espèce d'euphorie autour de vous. C'est juste que pour on va dire supprimer ou limiter la peine que vous provoque le footing, eh bien vous allez commencer à produire de la sérotonine. Et cette sérotonine, ça rend heureux, c'est important, et ça permet de dormir aussi. Et en fait, si vous voulez, vous avez besoin votre corps fabrique naturellement cette sérotonine, et vous avez besoin de la lâcher, de la faire qu'elle s'infuse dans le corps de différentes façons. Alors, on peut aussi prendre de la cocaïne, on peut aussi faire un footing, c'est peut-être mieux. Pardon, on peut prendre certaines drogues, pas de la cocaïne. Mais on peut aussi faire un footing, et c'est ça pourquoi les gens qui vont courir courent, c'est parce qu'au bout d'un moment, ils ressentent un grand bien-être, et puis ça aide à dormir le soir, évidemment. Quand on est un peu fatigué, ça aide toujours un peu à dormir. Et évidemment, un des grands moyens d'obtenir cette sérotonine ou cette endorphine, c'est le sexe. La plupart des gens, finalement, si vous y réfléchissez bien, même qu'est-ce qu'ils aiment le plus, le sexe ou ce que ça va provoquer sur la chimie de leur cerveau. Parce que si on aimait le sexe pour le sexe, c'est quoi? C'est finalement la reproduction. Or, il y a deux choses dans la reproduction. Il y a évidemment le fait de pouvoir avoir des enfants, ce qui serait un autre désir qui renverrait à autre chose. Et puis, il y a le fait de pouvoir retrouver comme ça son endorphine. Et c'est pour ça que le sexe, quand il est bien fait, doit normalement chez les deux partenaires permettre ce relâchement de l'endorphine. Voilà ce qu'on appellerait vulgairement du sexe quand il est bien fait. Évidemment, il y a des drogues qui sont associées, des drogues dures, malheureusement, c'est-à-dire des drogues qui nous bouffent la vie, c'est-à-dire des drogues sur lesquelles on va être accoutumé et qu'on va plus pouvoir s'en passer. C'est l'opium là qui va faire descendre de notre cerveau cette endorphine. Alors on recherche naturellement ces états d'extrême concentration et ces états de récompense. C'est naturel en nous, donc il n'y a pas de raison de se priver. On les recherche, c'est-à-dire que
on a besoin de ça, de sentir. Je veux dire, les gens sortent le samedi soir pour boire, mais la boisson, comme j'ai pu le dire, ça va ça va, comment dirais-je, ça va chatouiller vos récepteurs d'endorphine, et c'est ça que vous recherchez. Enfin, la plupart des gens cherchent pas forcément à sortir pour discuter avec les gens ou etc. Ils cherchent juste, ils sortent pour partager quelque part de la drogue. Alors, ou partager un moment dans lequel ils seront tous dans un état où l'endorphine fera effet. Et c'est souvent ça quand on dit des amis, posez-vous toujours la question, est-ce que c'est vraiment un ami? C'est-à-dire c'est quelqu'un qui est au-delà des désirs et qui est quelqu'un qui est important dans ma vie, qui donne un sens à ma vie, ou est-ce que c'est quelqu'un avec qui je partage de la drogue, tout simplement? Et vous vous rendrez compte que malheureusement, et c'est pour ça que quand on vieillit, on a moins d'amis, c'est que on s'en fait d'autres parce que on arrive avec eux à partager ces moments d'endorphine. Et puis vaut mieux préférer certainement des amis avec qui on peut se passer de ce moment-là et on peut faire d'autres projets et d'autres choses dans la vie. Donc voilà, c'est naturel, on a des récepteurs pour certaines drogues, ces drogues nous font plaisir, je veux dire, l'adrénaline c'est important quand on est à l'état de nature, on est dans la jungle, ou dans la forêt, il y a des sangliers, des loups, ce genre de choses, et il faut survivre évidemment, et donc comme on veut survivre, eh bien il faut bien un mécanisme qui nous permette d'être dans un état qui nous permette de nous défendre ou d'attaquer ou voilà, d'être dans notre instinct de chasseur quelque part, d'être dans cet instinct de chasseur, eh bien ça s'appelle tout simplement l'adrénaline. C'est ni bien ni mal puisque c'est en nous, c'est comme ça. Évidemment, l'endorphine nous permet un peu d'oublier nos problèmes, ça nous relaxe, ça nous détend, et je pense que peut-être c'est lié au sommeil, à mon avis, et donc, si vous voulez, de pouvoir oublier ses problèmes et de se sentir un peu plus à l'aise, c'est comme être endormi et éveillé en même temps, vous voyez, ça calme notre nervosité, et c'est tant que c'est pris à faible dose, c'est pas très dangereux. Je veux dire, c'est important d'avoir un moment dans la semaine, dans le mois, dans l'année, enfin peu importe, un grand moment où on va lâcher tous ces problèmes, on va être un peu tranquille avec soi-même, tranquille avec les autres, et on va pouvoir être bien. Voilà. Alors on peut aussi développer une accoutumance à toutes ces drogues. C'est vrai que si vous prenez de l'héroïne, au bout d'un moment, vous allez plus aller que vers cette drogue-là, parce que ces drogues-là sont aussi très puissantes. L'adrénaline, c'est très puissant. Et donc on finit avec le temps par développer un goût pour ces drogues-là. Alors, qu'est-ce qui se passe et pourquoi est-ce qu'on recherche ça? Pourquoi est-ce que la définition de désir ne dit pas on aime se droguer, mais dit on recherche un objet de désir? C'est très important de comprendre ça, c'est-à-dire que quand vous recherchez, on va dire, quelque chose qui vous permet d'avoir votre shoot d'adrénaline ou d'endorphine, euh, vous cherchez un objet qui va vous permettre d'atteindre cet état-là. Et donc, on associe des objets à ces sensations-là. Alors, je dis idées, on va dire, qui associe ces objets à ces idées innées. Voilà, pour être plus exact. Et il y a un bon exemple, hein, on a un certain nombre de choses qui nous stimulent, un peu comme le chien de Pavlov qui entend la sirène et se met tout de suite à saliver. Eh bien, on a un certain nombre d'objets, ça peut être une canette de soda par exemple, ça peut être beaucoup de choses, hein, à la vue de, enfin, si vous êtes un drogué, à la vue de, je sais pas moi, de cocaïne, vous vous sentez tout de suite mieux sans l'avoir pris, puis vous le prenez, puis vous avez votre dose d'endorphine. Mais il y a toujours un objet, c'est-à-dire que vous pouvez pas chercher naturellement en vous par la méditation, par exemple, cette endorphine, cette sérotonine ou cette adrénaline. Vous pouvez pas la faire descendre sans qu'il se passe rien. C'est par rapport à l'environnement. Et par rapport à l'environnement, qu'est-ce qu'il y a autour de nous? Il y a des objets, et donc on va avoir un désir pour ces objets-là. Alors ce qu'on recherche vraiment, c'est la drogue qui est derrière. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a quelque chose de très important dans ça. C'est que la sagesse, par exemple, si vous êtes accro à l'argent, par exemple, vous n'êtes pas vraiment accro à l'argent en réalité, vous êtes accro à la réalité, à l'adrénaline qui va être constitutive de cet objet, c'est-à-dire que vous avez du mal à dissocier, tant que vous le savez pas, l'argent ou la chasse, ou aller vers l'argent, aller vers le profit, et pendant que vous êtes vers cette chasse au profit, votre cerveau va se mettre dans un état de concentration extrême qui va vous donner de l'adrénaline et donc qui va vous apporter ce que vous cherchez à la base. Et donc cet objet-là, l'argent,
Comme j'ai dit, tant que c'est pas un désir infini, ça va. Ça peut être les femmes aussi, hein. Je veux dire, il vous faut une femme, mais en fait, il vous faut pas vraiment une femme. Il vous faut votre dose d'adrénaline pendant que vous êtes en train de chasser les femmes, ou il vous faut votre dose d'endorphine pendant que vous êtes en train de faire l'amour. C'est ça que vous recherchez réellement. Et vous avez besoin d'une certaine dose. Hein. Faut pas vous contenter de cette dose-là avec des choses simples comme l'alcool, par exemple, ou à faible dose, bien sûr. Donc, si vous voulez, le meilleur moyen d'arriver à la maîtrise de soi, finalement, c'est de bien lier cette relation entre désir, objet et drogue. C'est-à-dire que j'ai un désir d'atteindre des états d'esprit plus ou moins honorables. J'ai face à moi un objet qui va me permettre de le faire. Et cet objet n'est que le lien entre la chimie de mon cerveau, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qui serait sage de faire dans ce cas-là, finalement, si on réfléchit bien? Eh bien, c'est de trouver des objets, même si vous les désirez pas à la base, à partir duquel les désirs, finalement, à la fin, sont comblés. Exemple très simple, vous allez comprendre ce que je veux dire. Trouver un désir socialement constructif qui va vous permettre d'obtenir ces choses-là dans votre cerveau tout en construisant la société. Et ça, c'est possible. Ou se construire soi. Hein. Ça peut pas forcément la société, ça peut être soi aussi. Alors ça peut être tout simplement des désirs constructifs, ça peut être se mettre à faire du sport. Voilà. Pourquoi le sport est tellement recommandé. Mettons l'exemple de la boxe française par exemple. En boxe française, vous avez deux choses. Vous avez l'adrénaline parce que vous êtes dans un combat et si vous voulez pas vous retrouver avec le nez cassé, eh bien, il va falloir être extrêmement, si vous voulez, attentif. Donc là, si vous n'y arrivez pas comme ça, c'est l'adrénaline qui va venir en vous. Votre cœur va commencer à battre rapidement, vous allez transpirer, vous allez être dans l'action, vous allez avoir moins mal, etc. Et du fait de qu'on se fatigue par le sport, etc. Le fait de la fatigue, comme j'ai pu le dire, le footing amène la sérotonine, eh bien, le fait de se fatiguer à travers la boxe, eh bien, va vous amener aussi votre sérotonine. Donc, par exemple, si vous cherchez à vous droguer, faites quelque chose de constructif, ça peut être, par exemple, faire de la boxe, voilà, quelque chose de constructif. C'est-à-dire que, bon, à moins que vous tombiez dans un club où les gens ne cherchent qu'à se péter la gueule les uns les autres, mais c'est assez rare quand même. J'ai souvent tendance à considérer que finalement, si on réfléchit bien, la boxe, surtout à l'entraînement, n'est pas un sport de l'un contre d'une équipe contre une autre ou d'une personne contre une autre. C'est souvent, et je pense qu'il vaut mieux le voir comme ça, un sport d'équipe. C'est-à-dire qu'on est là tous les deux pour apprendre à mieux boxer, etc. Tout ça, c'est un peu du bidon parce que la réalité, on est là tous les deux pour chercher notre dose ensemble en simulant avec des gants de boxe, etc. Notre cerveau, on le stimule et on cherche, voilà, l'endorphine, la sérotonine, etc. Il y a d'autres exemples de choses qui peuvent vous amener à cet état d'excitation. Ça peut être les gens qui font une collection de timbres, par exemple. Ils cherchent le timbre rare, pas parce que finalement il est rare, il a de la valeur, etc. Mais parce qu'il y a aussi le désir, ce qu'ils vont retrouver dans le désir de chercher des timbres rares, c'est-à-dire cette espèce d'état de concentration dans lequel ils sont en train de chercher, ils vérifient, ils étudient, etc. C'est une manière comme une autre d'atteindre un état où notre cerveau est bien, il est bien huilé par l'adrénaline et puis on est content. Et il y a d'autres façons de faire, hein. On peut faire, voilà, je dis du sport, ça peut être beaucoup d'autres choses. Il y en a qui peuvent se défoncer au travail, ils adorent ça parce que ils ont un travail, mais tant que vous êtes un commercial par exemple, vous allez vous défoncer au travail dans l'idée de ramener du pognon et ça va vous motiver, et cette motivation va vous amener à créer de l'adrénaline et donc ça c'est important à chercher, c'est naturel, profitons-en, hein, c'est notre corps qui le fabrique. Ce qu'il faut surtout pas faire, c'est faire quelque chose qui est trouver ces drogues-là dans quelque chose de non constructif. Par exemple, la cocaïne, l'héroïne, ce genre de choses, ça vous amène la même dose que pourrait faire quelque chose de plus constructif comme faire de la boxe. Voilà. La deuxième partie, là, je vais parler des désirs sociaux. Les désirs sociaux, ce sont l'idée tout simple qu'on ait un corps. Voilà, j'ai un corps. Je suis dans une société parmi d'autres corps. Et donc un élément parmi d'autres. Et on peut même appeler ça le corps social, c'est-à-dire que tous ensemble on forme un seul corps. Bon. Donc on vit en société, et si vous voulez, les désirs viennent souvent du fait qu'on vit en société, qu'on perçoit l'autre comme étant pas notre frère, mais un autre être humain comme nous, et on a des désirs plus ou moins bizarres par rapport à ces autres personnes.
Alors, premier type de désir qu'on a par rapport aux autres, c'est la logique de la domination de l'autre. Ça peut être une domination physique, clairement la force physique, c'est-à-dire de montrer à l'autre qu'on est plus fort que lui et donc, voilà, qu'on a raison, qu'on le domine. Ça peut être aussi la force du nombre, on est plusieurs et on peut dominer des gens qui sont moins nombreux. Et d'ailleurs, souvent dans l'histoire de l'humanité, ça a foiré. Lisez La guerre des Gaules de Jules César et vous verrez que le nombre ne fait pas la force, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et donc, vraiment, la domination de l'autre physique, c'est l'esclavage, c'est voilà, il est sous nos ordres, voilà. Ça peut être aussi la domination intellectuelle, le désir de dominer intellectuellement l'autre. Regardez tout ce qui est, ne serait-ce que la philosophie, par exemple. Il y a beaucoup de philosophes qui, dans le chemin spirituel, philosophique, matérialiste, peu importe le chemin qu'ils empruntent, intellectuellement parlant, à un moment donné, ils oublient même que ce qu'ils cherchaient, c'était la sagesse, mais finalement, ils arrivent à un état où ils ne cherchent plus qu'à dominer l'autre intellectuellement. Voilà, la domination intellectuelle, c'est quand on est capable d'avoir dans son esprit des idées logiques, connectées, des théories, etc., qui nous montrent un espace tellement large, que quand on voit quelqu'un qui a un espace plus réduit, on est capable, parce qu'on comprend plus de choses, on sait deux choses qui sont une qui est bien et une qui est très grave. Une bien, on sait plus de choses, donc on peut lui apprendre plus de choses. Et la deuxième chose qui est moins bien, c'est qu'on peut aussi savoir quelles sont ses faiblesses. Si vous avez lu L'art de la guerre de Sun Tzu, par exemple, vous savez que on attaque toujours un ennemi à travers ses faiblesses. Et quand vous savez plus de choses et que quelqu'un en face de vous sait moins de choses, il ne connaît peut-être pas, par exemple, ses faiblesses. Et vous, par contre, vous les connaissez. D'où le fait qu'on peut dominer intellectuellement des gens. Domination actuelle dans la société actuelle, ça serait par exemple la domination de la banque, ça a pu être la domination aussi de la noblesse, c'est-à-dire qui avait historiquement une culture, pas une intelligence forcément, mais au moins une culture et une vision de la société plus large qui leur permettait entre guillemets de dominer les autres. La philosophie permet aussi ça. Heureusement, malheureusement, vous jugerez comme vous voulez. La religion, exemple parfait de domination intellectuelle. Ça veut pas dire qu'il faut pas croire en Dieu, ça veut dire juste que est-ce que vous utilisez la religion comme un moyen de dominer l'autre, ou est-ce que vous utilisez la religion comme un moyen de rendre l'autre plus heureux. Les deux sont possibles aussi. Donc, qu'est-ce que ça peut être aussi la domination intellectuelle? Ça se voit, avoir raison, la volonté que beaucoup de gens dans la société dans laquelle on vit veulent toujours avoir raison. Donc c'est pas expliquer pourquoi, ils ont des désirs de domination qu'on a un peu de mal à expliquer, c'est juste que voilà, on verra ça à la fin pourquoi exactement, mais ils veulent avoir raison et finalement ils ont tellement envie d'avoir raison qu'ils oublient l'idée de vertu qui est dans la dialectique et dans le discours, qui serait de trouver entre le bleu et le rouge le violet. Ça c'est bien quand on arrive à le faire, mais la plupart des gens veulent dominer, ils veulent avoir raison pour avoir raison, donc ça va être purement de la rhétorique et purement du cassage de gens. Aussi, tout simplement avoir une grosse voiture. Voilà quelque chose par exemple qui peut être de l'ordre de la domination. Et puis menacer les gens, que ça soit voilà physiquement, ça veut dire les menacer physiquement, ou financièrement, leur faire peur en leur collant des procès, ce genre de choses. Alors une autre chose, l'inverse de ça, des désirs, c'est le désir d'être soumis à l'autre. Et souvent dans une société libre, démocratique, on dit mais tu racontes n'importe quoi, pas du tout, il y a des désirs très puissants qui existent aussi, heureusement, malheureusement, vous en jugerez, d'être soumis aux autres. Pourquoi? Simplement parce que quand vous êtes soumis aux autres, c'est très pratique. C'est la différence entre être un patron, par exemple, et un employé. Un patron, lui, il doit toujours s'inquiéter, s'occuper de son entreprise. Quand vous êtes son employé, vous, finalement, si l'entreprise coule, qu'est-ce que vous en avez à foutre? Rien du tout. Elle va couler, vous allez aller dans une autre entreprise, ainsi de suite. Par contre, lui, le patron, si c'est son entreprise, bien sûr, si elle coule, eh bien, lui, il devra se mordre les doigts parce il a fait des mauvais choix, il s'est planté, etc. Et donc, lui, il fait des choix. Et quand on fait des choix, on est face à quelque chose qui est aussi génial que terrifiant, c'est la liberté.
la vérité, non, pardon, la liberté, c'est génial parce que ça nous permet de tout faire, voilà, c'est bien. Et mais le problème de la liberté, c'est que les choix qu'on fait, personne n'est là pour nous dire s'ils sont bons ou pas. Donc c'est un côté terrifiant aussi de devoir choisir. On aimerait bien avoir la bonne solution, mais quand on choisit, et donc quand on est dans la liberté, on peut aussi faire de mauvais choix. Et c'est ça souvent qui peut être terrifiant. Donc, pour ne pas faire des mauvais choix et assumer cette chose un peu terrorisante qui est de penser par soi-même ou d'agir par soi-même, eh bien, pour éviter de s'effrayer comme ça, on va suivre les ordres d'un autre. Et de là, tout simplement, viennent des désirs de se soumettre à l'autre. Ça peut être la soumission physique, quand on a besoin de sauver sa peau, tout simplement. Ça peut être la soumission intellectuelle. Alors, soumission physique, hein, ça va baisser le regard quand quelqu'un vous regarde, vous baissez le regard. Ça on le fait tout le temps, mais voilà, c'est ça. Incliner la tête, hein, je veux dire, vous regardez ailleurs, vous regardez vos souliers, mais vous regardez pas dans les yeux de l'autre, quoi. Vous avez pas, vous préférez vous soumettre. Et puis, ça peut être simplement pour un esclave servir son maître. De façon même y voir ce qu'on pourrait appeler immoral, hein, c'est-à-dire de le servir jusqu'au bout, tout simplement parce qu'on estime que soit c'est un bon maître, soit il faut qu'on reste soumis, que c'est mieux, que c'est notre place sociale ou ce genre de choses. La soumission intellectuelle, c'est suivre à la lettre les ordres et les conseils, hein, accepter les injures, dire oui sans réfléchir, c'est-à-dire que on se soumet, on dit que l'autre est plus intelligent, donc on va pas se mettre à réfléchir. C'est aussi dangereux, hein, parce que les gens peuvent vous mentir, donc c'est bien de dire oui quand les gens parlent, mais il faut aussi savoir de son côté faire des recherches et ne pas toujours écouter même ce que moi je dis, hein. Donc être aussi dans un état où on a toujours tort, c'est-à-dire vous mettez à parler, etc. C'est comme dans les dialogues de Platon, hein, je veux dire, à chaque fois que quelqu'un est face à Socrate, il dit une bêtise et Socrate le démonte en 1000 morceaux et finalement à la fin il dit ah bah oui Socrate tu as tellement raison, extraordinaire, magnifique, tu m'as prouvé que, etc. Je veux dire bon c'est quoi, on se soumet intellectuellement à l'autre, quoi. Ça peut être aussi utile de se soumettre parce qu'il y a une phrase qu'il va falloir méditer un certain temps, c'est que souvent quand on veut devenir le maître, il va falloir savoir faire l'esclave. Je pense, si je me trompe pas trop, c'est soit Machiavel, soit Balthazar Garcian qui a dit ça. Donc il faut savoir faire l'esclave pour un jour devenir le maître. Donc tout simplement parce que au début il faut, c'est-à-dire quand vous rentrez par exemple dans une entreprise le premier jour, vous n'allez pas être en train d'essayer de dominer les autres. Vous pouvez, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça marche, et surtout pas en France. Donc vous allez faire le petit mec soumis qui dit oui à tout le monde, pour histoire de vous intégrer, vous voyez. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose d'être dans un état soumis. C'est juste qu'il faut pas toujours être dans un état de domination, ni être toujours dans un état de soumission. Voilà, dire oui, être corvéable. Ça peut être aussi renvoyé à une autre logique, c'est surtout dans la société actuelle, hein, c'est-à-dire ceux qui sont nés de parents divorcés peuvent chercher un père. Alors quand on cherche un père, ça s'appelle le transfert en psychanalyse. C'est-à-dire qu'on va transférer l'image du père que l'on a presque instinctivement en nous vers quelqu'un qui pourrait être ce père de substitution. Et quand on est né sans père, c'est quelque chose qu'on a tendance à faire, c'est-à-dire prendre quelqu'un qui nous paraît extraordinaire à un certain moment de notre vie parce qu'il va pouvoir nous apprendre la vie. Et notre père n'étant pas là, il n'a pas pu le faire, c'est pas grave. C'est grave pour certains parce que vous pouvez tomber sur un père de substitution qui va vous dire, je sais pas moi, la vérité de l'histoire c'est le national-socialisme. C'est pas tout à fait super génial non plus. Et vous pouvez tomber sur un père de substitution qui va vous parler de philosophie, qui va vous parler de la vie, qui va être plus raisonnable, vous voyez. Donc quand on est dans cette chose-là, on est dans la recherche d'un père, le désir d'un père, le désir de rencontrer quelqu'un qui sait, quelqu'un qui a une expérience de la vie, et donc ça c'est aussi un désir qui joue, et ça fait bien sûr partie, comme je l'ai montré, des désirs sociaux. Un autre désir social qui est très puissant, et là surtout en France, c'est le désir d'égalité. Euh, c'est ou d'inégalité, ça existe aussi, mais là j'en parle pas. Mais il y a bon, désir d'inégalité, ça ressemble un peu à la soumission, mais bon, peu importe. Ça peut être aussi le désir de hiérarchiser les gens, c'est-à-dire d'être très poli
est tellement poli que à chaque fois on met à des gens qui nous appellent par notre prénom, on a tendance à répondre monsieur machin, parce qu'on veut vraiment, on a le désir de montrer qu'on est inférieur à l'autre. Bon, ça c'est des stratégies. Bon, le désir d'égalité, ça peut être pas être tous pareils, mais de pouvoir alors acquérir par le travail. Ça c'est quelque chose qui est fondamental surtout dans la philosophie chrétienne, acquérir par le travail des mérites, des choses, des compétences, un physique, des capacités que certains ont eu naturellement. Certaines personnes sont nées et ils sont très costauds alors qu'ils font jamais de sport. C'est possible. Ils sont nés très grands, ils sont capables de faire beaucoup de choses naturellement. Et par le désir d'égalité, on va essayer d'être leur égal ou de montrer qu'on peut être leur égal par le travail. Ça peut être faire du sport, de la musculation, etc. Ça peut être travailler, faire de la philosophie, lire des livres, parce qu'on veut montrer à l'autre qu'on est capable d'atteindre un certain niveau et qu'on peut être son égal. Après, évidemment, quand on est dans une démarche pour rejoindre quelqu'un, on a souvent aussi tendance à le dépasser, et c'est aussi très intéressant de pouvoir dépasser, peut-être atteindre sa limite, peut-être qu'on n'a pas de limite et qu'on essaie toujours d'aller plus loin, etc. Aussi, un désir d'égalité toujours dans la physique, c'est le désir de partage, mais là de partager son pognon, de partager je sais pas moi, un biscuit qu'on a acheté chez le marchand, de partager des petits pains au chocolat le matin quand on arrive au travail. Ça peut être ce désir là aussi, montrer qu'on est tous pareils et qu'on va tous avoir notre petit pain au chocolat le matin quand on arrive. Tout le monde est content, tout le monde est satisfait, ça plaît à tout le monde, c'est bien. L'égalité intellectuelle, ça, si on est parlé dans la dialectique, hein, c'est-à-dire de pouvoir discuter avec quelqu'un qui, au lieu de se dire qu'il est supérieur, inférieur, etc., qui va être votre égal, c'est-à-dire que lui, vous allez lire le bleu, lui, il va dire le rouge, il n'y a pas de hiérarchie entre le bleu et le rouge, à ce que je sache, et puis vous allez découvrir ensemble le violet. Ça, c'est la vertu, mais à la base, vous cherchez l'égalité, c'est-à-dire la possibilité d'échanger avec quelqu'un au même niveau. Bon, ok. Aussi, quand quelqu'un vous est supérieur intellectuel, la façon que vous pouvez aussi d'avoir d'être à son même niveau, qui est pas forcément très honorable, c'est d'avoir beaucoup de mauvaise foi, c'est-à-dire de pratiquer la rhétorique intensément pour pouvoir voilà, brouiller les pistes, démonter, enfin, le mettre en doute alors que c'est lui qui a raison. Bon bref, pour montrer que on est aussi capable d'embrouiller tout le monde par son esprit. L'intérêt quand on est dans un groupe aussi, c'est pouvoir être tous égaux, c'est-à-dire être intégré au groupe comme un membre permanent, comme tout le monde, être égal aux autres, discuter d'égal à égal, c'est bien aussi. Même avec son supérieur hiérarchique, quand on arrive à discuter d'égal à égal, c'est très bien, c'est positif, ça nous fait plaisir. Donc on a ce désir euh, d'être égaux en termes de valeur, en tout cas aux autres. Et notamment, vous vous rendez compte que c'est très très vrai avec certaines personnes plus avec d'autres. Par exemple, avec vos amis, c'est très très vrai que vous cherchez tous à être un peu égaux, à avoir la même chose, à partager les mêmes choses. Ensuite, quelque chose dans les désirs sociaux qui là vraiment est fondamental et qui peut peut-être expliquer pourquoi le fondement du fait qu'on ait des désirs sociaux, c'est l'instinct grégaire tout simplement. L'instinct grégaire, c'est le fait que les hommes ont une facilité de survie plus grande quand ils sont en meute. Ça remonte à la nuit des temps, mais aujourd'hui encore, on a cet instinct qui nous pousse à nous regrouper les uns avec les autres. Parce que, pour deux raisons, on est plus fort face à la nature quand on est plus nombreux, et la deuxième raison, c'est que par rapport à d'autres groupes d'hommes qui, eux, vont se former indépendamment de notre volonté, il faut aussi pouvoir former notre propre groupe pour être plus fort que les autres. Et cet instinct-là, de se regrouper, tout simplement parce que les gens imaginez ça très simplement dans la théorie de l'évolution, ceux qui n'avaient pas l'instinct grégaire, les êtres humains qui ont pu naître et qui n'ont pas l'instinct grégaire, en tout cas à une époque, on va dire il y a 5000 ans, ne pouvaient pas survivre parce que s'ils avaient toujours le désir d'être tout seuls, c'est tellement dur de survivre tout seul sans les autres que finalement ces gens-là n'ont pas survécu. Et les seuls qui ont survécu, ça serait ceux qui ont un instinct de survie et qui ont un instinct de survie surtout en groupe. Et donc l'instinct grégaire, le fait que on veut toujours se regrouper. Alors, il y a deux désirs profonds
dans l'idée de se regrouper. Il y a déjà la volonté qu'on veut être avec d'autres personnes, qu'on veut faire partie d'un ensemble, qu'on veut rentrer dans un groupe. Il y a ça. Et il y a deuxième quelque chose de très important, c'est le fait, si vous voulez, que on désire aussi, là ça va rejoindre mon désir d'égalité, on désire ressembler à tout le monde, à Monsieur Tout le Monde. Monsieur Tout le Monde n'existe pas. Mais si on apprend que la plupart des gens font ceci, ont telle ou telle tradition, ou ont telle coutume, on va essayer, on va instinctivement, si vous voulez presque, essayer d'adopter ces mêmes coutumes et ces mêmes pratiques. Donc, l'instinct grégaire, c'est pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, c'est naturel. Le désir, un des désirs les plus puissants de l'être humain, c'est de ressembler à Monsieur Tout le Monde. Je veux dire, ça, on le sait depuis toujours. C'est pour ça qu'on imagine que Monsieur Tout le Monde existe certainement. Eh bien, on veut lui ressembler. C'est plus rassurant, si vous voulez. Et puis, ça permet surtout quelque chose de mieux s'adapter au groupe. Parce que quand on ressemble à n'importe qui, finalement, par rapport au groupe, eh bien, on est plus protégé que quand on est un excentrique et qu'on ressemble à personne d'autre. Évidemment, dans nos sociétés, les logiques sont plutôt inverses. On veut être plutôt excentrique que ressembler à Monsieur Tout le Monde. Ah bon. Donc deux désirs très profonds hein, dans celui-ci, dans l'instinct grégaire, c'est le désir de se regrouper, et puis il y a un instinct aussi qui apparaît, c'est le désir de s'isoler. De temps en temps, il faut pas être trop entouré, ou pas tout le temps entouré, à un moment donné, on a besoin de se retrouver tout seul. Aussi deux désirs très profonds par rapport au groupe, c'est le désir d'être dépendant. On a besoin enfin pas le désir, c'est aussi le désir profond, celui d'être dépendant, dépendre des autres et que les autres dépendent de nous. C'est être dans une espèce de réseau entre différentes personnes, et dans ce réseau, comme on est connecté à tout le monde et que tout le monde est connecté à nous, finalement, on est aussi protégé. On n'est pas, si vous voulez, comme dirait un excentrique qui serait dans ce maillage, à l'extérieur du maillage, et quand souvent il y a des problèmes dans la société, on taille sur l'extérieur du maillage social. C'est-à-dire ceux qui ne ressemblent pas aux autres. C'est-à-dire très clairement, par exemple, les homosexuels. Ça peut être ceux qui ont une religion différente de la nôtre, ceux qui ont une couleur de peau différente de la nôtre, ceux qui sont habillés de façon excentrique, ceux qui tout quand les choses vont bien, à la limite, on accepte tous les types d'excentricité ou tous les types de comportements, il n'y a pas de problème. Mais quand les choses vont mal, on va à tendance, si vous voulez, ou les êtres humains ont tendance à pas se rapprocher, mais tendance à se regrouper de façon la plus homogène possible. Or tout ce qui est hétérogène à cette homogénéité, c'est-à-dire vous ressemblez à Monsieur Tout le Monde, Monsieur Tout le Monde, les Monsieur Tout le Monde dans une société s'assemblent et ils vont essayer d'éliminer et de poser comme problème tout ce qui est autour d'eux. Et on sait que c'est une mauvaise chose, pas parce que l'homosexualité c'est extraordinaire, mais parce que quand on a tendance à, si vous voulez, quand on désigne les homosexuels par exemple comme étant néfastes à la société, on fait une grave erreur de dire que c'est les extrémités, si vous voulez, du maillage social qui sont perturbées et problématiques. On oublie souvent que la problématique ou les problèmes que rencontre une société peut être tout simplement dû à à un autre maillage social, c'est-à-dire une autre nation, etc., ou ils peuvent être dus tout simplement à des mauvaises coutumes, de mauvaises traditions, et plutôt que d'embêter ceux qui sont un peu différents de nous, il vaut mieux réfléchir à nos coutumes et nos traditions qu'on a rentrées dans notre esprit et qui sont néfastes. D'ailleurs, ce que je dis est tellement vrai que vous retrouverez dans les essais de Montaigne, si vous les lisez, à un moment donné où, alors je sais plus exactement le passage parce que j'ai lu ça un certain temps, mais à un moment donné il dit voilà, il cite alors je sais pas quel poète romain ou grec, enfin peu importe, et il dit voilà, je sais plus quelle nation envahit les Grecs exactement, et il voit des bibliothèques partout dans la Grèce antique, et ils disent on va leur enlever les armes, mais on va leur laisser leurs livres. Parce que ces gens-là qui ont vaincu les Grecs d'Athènes, très exactement, se sont dit que finalement, on ne pouvait pas forcément les détruire par les armes ou les exterminer, ça ne servait à rien, mais leur laisser leur mauvaise coutume de toujours aller vers le libre, ça va plus les détruire que si on leur enlève leurs armes ou si on les massacre.
Voilà, l'idée est la suivante, si vous voulez détruire une civilisation, une société, mieux vaut s'attaquer vaut mieux lui retirer ses bonnes idées, ses bonnes coutumes, ses bonnes manières de vivre, son art de vivre, etc. Vous lui retirez ça et vous le laissez dans cette société que ses mauvaises manières, ses mauvaises coutumes, etc. Et vous n'avez pas besoin de détruire la société, elle va se détruire elle-même puisqu'il n'y a plus que le négatif ou tout ce qui amène vers le négatif qui reste dans une société. Donc finalement, au lieu de s'attaquer à ceux qui sont un peu différents des autres, vaut mieux s'attaquer aux mauvaises coutumes, etc. Les choses qu'on a appris à mal faire. Exemple, en France, et vous allez comprendre de quoi je parle, en France, on se dit démocrate, mais on n'arrive pas à parler les uns les autres sans se couper la parole, par exemple, ou sans s'insulter. Eh bien, réfléchissez à ça. Est-ce qu'on peut être démocrate ou est-ce qu'on peut vraiment imaginer qu'une société démocratique qui nous semble être le meilleur ou le pire des régimes à l'exception de tous les autres, eh bien, est-ce que le fait qu'on se coupe la parole, qu'on ne s'écoute pas parler, peut être en accord avec l'idée démocratique, l'idée qu'on va pouvoir discuter, échanger et partager des idées pour, comme je dis souvent, aller vers un état supérieur de conscience, etc., etc. Eh bien, si vous voulez, la difficulté est là, c'est-à-dire que en France, si vous voulez détruire la France, continuez à lui donner toujours des mauvais instincts, toujours de plus en plus individualiste, de plus en plus ceci, de plus en plus cela. L'individualisme n'est pas une mauvaise chose en soi, bien sûr, mais de pousser la logique comme elle est poussée en France, c'est dangereux au long terme. Pas besoin de massacrer les Français, il suffit de continuer à les laisser se disperser et si vous voulez créer un chaos en France en les empêchant ou en ne leur apprenant pas à bien discuter. Voilà une bonne façon de détruire la France qui est bien plus puissante étant donné l'histoire de France que si vous voulez de les agresser. Une bonne moyen, lisez toujours l'histoire des la guerre des Gaules de Jules César. Si vous voulez que les Français se réunissent, ils ont besoin d'un ennemi commun. Tous les peuples ne sont pas comme ça. Pour que les Anglais se réunissent, il faut qu'ils ont du business à faire. Enfin, voilà, c'est un peu différent pour chaque nation. Mais en tout cas, en France, pour détruire la France, pas besoin d'attaquer les Français. Il suffit juste de détruire ce qui leur permettrait d'être harmonieux, un peuple harmonieux. Parce que Jules César disait aussi que les Gaulois sont invincibles quand ils sont ensemble, mais quand ils sont désordonnés, ils sont faciles à tailler en pièces. Eh bien, pour que la France soit plus forte demain, commencez à faire un truc très simple, c'est commencer à vous parler les uns les autres. Et déjà quand on se parle, on se trouve qu'on est bien capable de réaliser cet exercice démocratique qu'on s'est proposé à la base, hein, l'éthique démocratique, c'est-à-dire ce qui est mieux à faire dans notre esprit. Ce qui est mieux à faire dans notre esprit, c'est de mettre en place une démocratie, c'est-à-dire le pouvoir des citoyens et pas le pouvoir du peuple. Et quand on veut le pouvoir des citoyens, eh bien, il faut être un citoyen, et c'est-à-dire aussi accepter celui qui est différent et accepter qu'on puisse et réussir à discuter avec l'autre. Donc voilà, voilà un peu les choses quand je parle des désirs sociaux. Ça peut être constructif les désirs sociaux et il vaut mieux que ça le soit d'ailleurs. Une autre chose aussi dont on peut parler, le désir d'avoir un territoire par exemple. Désir d'avoir un territoire, un domaine, une maison, etc. C'est-à-dire un endroit, un espace de vie dans lequel on peut élever ses enfants, on peut être heureux, on peut vieillir, on est à l'abri du danger, etc. C'est un désir à deux niveaux, c'est-à-dire qu'on désire avoir une maison, on désire avoir un chez-soi. Mais ça marche aussi au niveau d'une nation, si vous voulez. On peut désirer, comment dirais-je, on peut désirer tous ensemble défendre notre chez nous. Je vais prendre un exemple dans la Grèce antique, par exemple, Athènes. Je vais pas trop les dates en tête, mais on s'en fout. Il y a un moment donné, Athènes, la petite cité athénienne, se fait attaquer par les Perses. Les Perses sont très nombreux, très grande nation de l'histoire, très puissante, etc. Et les Grecs, ils sont pas très nombreux. Si vous voulez, tous les hommes sont capables d'aller à la guerre, mais ils sont pas très nombreux. C'est une petite cité contre un empire qui va de la Turquie à l'Inde. Donc, vous voyez, la petite cité d'Athènes face à un empire perse qui va
ouais, mettons, de la Turquie actuelle jusqu'à l'Inde. C'est quand même immense, hein. Et cette petite cité grecque a gagné une bataille qui s'appelle la bataille de Marathon. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Eh bien, en fait, les Grecs se sont fait attaquer par les Perses et les Perses sont attaqués par deux côtés. Le premier côté, c'est, on va dire, ils ont attaqué en gros, ils voulaient attaquer par un peu au-dessus d'Athènes, par les terres, et redescendre avec une armée. Ils ont envoyé 15 000 hommes, et puis ils ont envoyé le gros de leur flotte le long de la alors je sais pas qu'on appelle cette zone-là, mais le long de la terre pour atterrir au port d'Athènes. Donc Athènes allait se faire attaquer par deux côtés, le côté nord, c'est-à-dire par des soldats, et le côté et son port, elle allait attaquer dans son port. Le problème, c'est que vous êtes un général, vous voyez ça, vous avez une force armée, mettons de, je sais pas moi, 30 000 hommes. Et là, il y a un problème, c'est que ces 30 000 hommes, soit vous les divisez en deux, vous en gardez 15 000 pour défendre votre port et 15 000 pour aller attaquer ceux qui débarquent un peu au-dessus de vous, soit vous regroupez vos forces, mais quand vous regroupez votre force, le problème c'est que vous allez aller euh, soit vous allez en haut et vous défendez la plage de Marathon, là où justement a eu lieu la bataille de Marathon, et à ce moment-là vous repoussez les Perses, mais pendant ce temps-là ils vont attaquer votre port, et si vous défendez le port, bah, ils vont pouvoir débarquer par le haut et venir sur Athènes. Ah, c'est un peu problématique. Qu'est-ce qu'on fait ils ont fait un coup de génie. Euh, ils ont vaincu les Perses à Marathon. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait les deux en fait. Ils avaient un désir très puissant de défendre leur cité, leur civilisation, etc. Ils ont fait un coup de génie, la bataille de Marathon. Ils ont couru jusqu'à la plage qui était à 45 km d'Athènes quand même, pour aller livrer une bataille contre les forces armées perses qui elles aussi avaient fait l'erreur de se diviser. Ils ont attaqué les Perses, ils les ont défaits. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont recouru 45 km pour réarriver à Athènes. Et la beauté de l'histoire, c'est qu'ils ont pu défaire les Perses, revenir à Athènes, et ils sont arrivés pile au moment où les navires perses arrivaient dans le port d'Athènes. Et quand les navires perses sont arrivés au port d'Athènes, il y a deux choses qui sont passées. Ils avaient perdu leur attaque au nord, et quand ils sont arrivés, il y avait une armée de boucliers devant eux. Donc ils pouvaient pas débarquer leurs troupes dans le port d'Athènes. Et donc finalement, ils ont réussi à défendre leur territoire. Et cette défense du territoire, c'est quelque chose qui existe depuis toujours et qui est aussi très puissant et qui fait partie d'ailleurs de nos désirs sociaux. Voilà. La troisième forme que j'aimerais développer, c'est bien sûr les désirs spirituels et matériels. Alors, pour ce qui est le désir d'être, c'est très simple. À mon avis, si vous faites de la philosophie, c'est que vous êtes déjà posé la question suivante. Quel est le sens de ma vie? À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est l'amour? Etc. Et si vous voulez, la science, oui, on peut dire la science presque. J'ai envie de dire la science. Qui peut répondre à ces problématiques, c'est la métaphysique. Et je vais pas vous gâcher le plaisir parce que ça fait 6 mois que je travaille sur une vidéo sur la métaphysique. Et c'est vraiment beaucoup de travail pour comprendre déjà à peu près comment on peut y arriver, comment on peut expliquer ça simplement et à quoi ça sert. Donc le désir d'être, ça peut être soi, être différent, ça peut être aussi qu'est-ce que c'est l'être, qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce que voilà. Et quand je réponds à ces questions-là, je peux pas m'arrêter à des choses simples. Je développerai vraiment ça en détail dans la métaphysique. Euh, le désir d'avoir, c'est normal parce que quand on est dans ce monde, on aimerait quand même être, ou plutôt posséder. C'est pas mal en soi de posséder. Ce qui est mal possédé, c'est toujours vouloir posséder plus ou avoir un mauvais désir de possession. C'est vrai, quand on est dans ce monde, on peut se dire, il y a quelque chose qui me revient quand même. J'ai le droit à avoir un petit bout de terre, j'ai le droit à avoir une assiette, une fourchette ou des baguettes pour manger. J'ai le droit à un petit chez moi. J'ai le droit au moins, sans être matérialiste, hein, on peut avoir de petites choses. On peut, voilà, c'est normal de désirer avoir et c'est puissant et malheureusement, c'est dit dans Fight Club et c'est magnifiquement dit, les objets qu'on possède finissent par nous posséder. Malheureusement, quand on possède beaucoup de choses, à la fin, on n'est plus maître de soi. On est vraiment à toujours surveiller ces objets, faire attention à ces objets, regarder où ils sont, etc. Donc on n'est plus vraiment dans la maîtrise de soi, c'est les objets qui nous maîtrisent quelque part. Alors, par rapport au désir en général,
Je dirais deux choses, hein. Il n'y a pas de solution magique, il faut apprendre à maîtriser ses désirs, bien sûr. Et puis, il y a deux extrémités, si vous voulez, dans les désirs. Il y en a une que j'ai beaucoup développée, c'est l'hubris, hein. C'est toujours aller plus loin sans voilà. C'est pas avoir trop, parce qu'avoir trop, ça n'a pas de sens. Mais si vous voulez, toujours désirer plus. Euh, toujours en vouloir plus, et au bout d'un moment, on s'arrête plus jusqu'à ce que, voilà, il nous arrive une catastrophe. Et l'inverse extrême aussi, c'est l'ascétisme. L'ascétisme, si vous voulez, c'est la vie du moine, par exemple. Le moine, c'est celui qui, ou même dans la sagesse bouddhiste, vous avez ça, c'est-à-dire le voyage de Siddhartha, c'est-à-dire vraiment la base de la sagesse bouddhiste. C'est-à-dire ce prince qui cherche, qui dit à son père, mais est-ce que toi tu peux me donner le bien le plus précieux qui serait l'immortalité, ou est-ce que tu peux satisfaire mes désirs infiniment? Je sais plus très bien comment il dit ça, mais son père lui dit non, je peux pas satisfaire ce désir-là. Et le Bouddha part à la quête de cette de cette sagesse en passant par une phase d'ascétisme justement où il possède absolument rien. Et finalement, bon, je ne pouvais pas vous casser l'envie de savoir plus sur la sagesse bouddhiste, mais finalement, et je serais assez d'accord avec lui, c'est puis je vais un peu mixer les choses, c'est l'idée de pas être dans le on n'a rien et on souffre, ou pas être dans le trop et on sait plus comment s'arrêter. C'est être un peu au milieu. C'est-à-dire, et toujours là on revient à quelque chose qui est une phrase presque philosophique, c'est-à-dire avoir une vie qui est à sa propre mesure. Et là aussi c'est dans Montaigne ça, c'est-à-dire euh, vous êtes un être, vous avez des désirs, et ces désirs ici ils peuvent être complètement dingues, ils peuvent être tout petits, mais le mieux c'est de pas avoir des petits désirs et puis se rendre compte qu'on en voulait plus et regretter parce qu'on se dit on aurait pu en avoir plus. Ce qu'il ne faut pas faire c'est d'en avoir trop et se rendre compte qu'on en a moins et de se dire oh là là mais j'en ai moins que ce que je pouvais avoir, ça me rend triste. Vaut mieux réfléchir sur ces désirs, les rendre constructifs et pour soi et pour les autres. Et bien sûr, ne pas tomber dans l'ascétisme où on ne possède rien, ou dans l'hubris où on en veut toujours plus et on ne sait pas quand s'arrêter. Voilà, là, je reviendrai sur un concept très simple et très pratique et pas génial, mais qui est vraiment très sage, un peu comme son auteur qui est Michel Onfray tout simplement, philosophe actuel. Michel Onfray a inventé un concept qui résume bien finalement ce dont je veux parler par rapport au désir, qui est le mépris. Le mépris, c'est la bonne distance. C'est-à-dire, il va vous dire ça si vous regardez un jour la contre-histoire de la philosophie. Il vous dit très simple, voilà, Schopenhauer disait qu'on est comme des hérissons dans une tempête de neige. On a froid, alors on se rapproche, et comme on se rapproche, on se pique, alors on s'éloigne, et puis comme on s'éloigne, on a froid, et on se pique, etc. Et on ne sait jamais quelle est la bonne distance. Et bien finalement, la bonne distance, bon, dans les petites histoires, c'est la politesse. Et bien finalement, entre l'ascétisme et l'hybris, la bonne distance, ça serait une vie où des désirs à leur juste mesure, et leur juste mesure, quelle est l'échelle de mesure des désirs? Bah c'est nous. Et alors ça pose un autre problème parce que nous on est aussi un être qui désire, qui est dans l'hubris, qui peut être dans l'hubris, mais sa juste mesure, ne pas se raconter d'histoire non plus, ne pas se mentir à soi-même, essayer d'être dans la justesse, ni trop ni trop peu. Il y a après je vous expliquerai la métaphysique. Comment est-ce qu'on peut, selon Kant, il y a une bonne façon de vivre, ça existe aussi. Euh, voilà, donc ne soyez jamais dans un excès où j'en veux toujours plus, et je sais pas comment arrêter. Ça s'appelle l'hybris, et ça c'est toujours puni d'une catastrophe. Ne pas être dans je ne veux rien du tout, parce que ce monde n'est pas aussi horrible qu'on veut bien le dire, il n'est pas aussi corrompu, sale, néfaste, etc. Il y a des gens qui sont comme ça. Le monde peut être aussi divin, magnifique, il peut être beau, il peut être ensoleillé, il peut être chaleureux. Voilà, lisez par exemple, lisez deux livres, lisez L'étranger d'Albert Camus et La Chute. Ça va vous donner une idée de ce que j'ai pu parler quand j'ai parlé de logique, de sadisme, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, surtout dans La Chute, on a tellement tout vécu qu'on sait plus encore quoi faire pour vibrer un petit peu. Et puis dans L'étranger, c'est surtout la façon dont qui est très spéciale d'Albert Camus de décrire l'Algérie. Voilà, quand il parle du goût de sel dans la bouche, de la façon dans la façon dont il décrit l'Algérie, ça donne vraiment envie d'y vivre. Mais en même temps, il écrit l'étranger, donc c'est quelqu'un qui est étranger à lui-même. Bon,
c'est un peu spécial, mais voilà, ne pas être dans voilà, je le répète une dernière fois, ne pas être dans l'ascétisme, c'est rien du tout, et ne pas être dans l'hubris, c'est-à-dire toujours en vouloir plus et n'avoir aucune limite. Voilà, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi sur cette vidéo. La prochaine vidéo, j'attendais un certain temps avant de la faire, ce sera une vidéo sur l'âme. Donc on va parler de l'âme, de ce qui nous anime, et on va essayer de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée.